Bonsoir à tout le monde. C'est une joie d'être avec vous, c'est une joie de partager avec vous cette soirée. Bienvenue à cette deuxième soirée rencontre-débat de l'Oti-Musée, le musée qui accueille toutes sortes de créativités artistiques humaines qui donnent sa place à la différence. Mais justement, peut-être que la différence donne tout son sens à l'art, donne tout son sens à notre commune humanité. Et c'est pour cela que j'ai la joie de partager ce temps aussi avec vous. Bonjour. Donc, vous êtes de profession médecin et vous êtes ce soir notre guide touristique, notre guide artistique dans le palais de Lord M. Lord M. Florimond. Pourquoi ces noms-là? Comment est-ce que ces deux noms s'articulent? Bonsoir à tous, merci d'être là. Alors, Florimond, tout d'abord c'était son prénom. En fait, il s'appelait Florimond Martial, d'où certainement le Lord M pour son avatar super-héros. Parce qu'en fait, le Lord M, c'est... Florimond s'est créé son propre super-héros qui, lui, a des super-pouvoirs et lui permet certainement d'affronter beaucoup plus aisément la vie quotidienne que Florimond, simple autiste. Et il a traduit ça à travers ses différents dessins, où on va voir qu'à certains moments, on voit Florimond, et à d'autres moments, on voit Lord M. Chez Lord M, tout est codifié. Il y a les uniformes, il y a énormément de rigueur. Chez Florimond, ça reste un jeune homme ordinaire, un enfant ordinaire. Et donc, en fait, le Lord M, c'est donc l'avatar super-héros de Florimond qu'il s'est créé spontanément. Et donc, je vais commencer par vous montrer quelques-uns de ses dessins. Il a commencé à dessiner très tôt, ça a toujours été son média d'expression. D'autres vont, je sais pas, peut-être faire de la sculpture ou bien des mathématiques, parce que dans le spectre autistique, ils ont tous certaines faiblesses, mais ils ont surtout beaucoup de pouvoir. Et si je peux dès à présent redire une question qui m'a été posée, à quel âge Lord M a commencé à créer? Je dirais qu'il a commencé à dessiner vers l'âge de... Enfin, vraiment dessiner vers l'âge de 6 ans, 6-7 ans. Et Lord M est arrivé plus tard. Il est arrivé aux alentours de 12 ans, je dirais, quelque chose comme ça. Ouais. Donc ici, je vous présente Florimond. On le reconnaît avec son pull bleu. C'était principalement ça qu'il portait. En tout cas, l'uniforme de Florimond, lui, c'était un t-shirt et un pull. Voilà. Et il s'autoportraitise de la même manière. Donc ça, nous avons affaire à Florimond. Ici aussi, donc Florimond dans différentes situations. Mais très rapidement, le Lord M apparaît. Et comme vous pouvez le voir, là, sur son pull, son sigle M est bien présent. Quand on est avec Lord M, il y a plusieurs choses qui vont apparaître. Il y a des ombres noires. Ces ombres noires font partie à la fois de l'expression de ses cauchemars, mais il était persuadé aussi d'être un peu télépathe et de pouvoir transmettre ses idées aux autres, mais aussi pouvoir transmettre, si quelqu'un ne lui plaisait pas, il avait l'impression, le Lord M, lui, qu'il avait des super pouvoirs et qu'il pouvait détruire par ses ondes les personnages indésireux. Donc il a créé son propre blason et il a toute une série d'uniformes. Alors le Lord M est toujours un peu dans des paysages un peu lugubres, ce qui le faisait un peu rire. Il y avait pas mal d'humour aussi dans ces personnages, parce que quand on voit ici l'arbre, ça fait penser fortement à Halloween. Et il aimait bien ce genre de décor, ce qui lui permettait de mettre en scène très probablement l'ensemble de ses cauchemars. Ça, c'est une affiche d'une exposition qu'on a eu l'occasion, son papa et moi, de faire avec lui, qui
était très sympathique parce que justement le galériste avait voulu exposer la différence. Donc ça veut dire, si je vous la montre, c'est pour dire que ça peut se faire. Et donc c'est vraiment un message d'espoir que je voudrais dire à tous ceux qui parmi vous souhaiteraient le faire, c'est tout à fait possible. Donc il avait évidemment des centres d'intérêt récurrents, comme beaucoup d'autistes. Alors le diablotin surtout, le diablotin un peu harcelaire revient très régulièrement, de même que beaucoup de monstres, mais également quelque chose qu'il affectionnait particulièrement, c'était l'athlétisme et la vitesse. Il était persuadé qu'il pouvait courir plus vite que le vent, et c'est ce que montre ce dessin. Là c'est Florimond, ce n'est pas le Lord de M, mais le Lord de M aussi aime la vitesse. Ça c'est encore Florimond. Florimond d'ailleurs qui se met carrément sur la première marche du podium. Ça c'est Florimond avec ses amis, notamment ceux de l'école des 4 vents. Il est toujours avec son pull bleu, là ce n'est pas Lord de M, mais malgré tout, il communique avec eux, par ses ombres noires. Là par contre c'est le Lord de M qui lui aussi aime bien faire de la vitesse, mais on reconnaît directement les uniformes. Alors les monstres, on en a parlé. Ça fait partie de son univers, les univers un peu lugubres que affectionne particulièrement le Lord de M, où il a l'impression en fait que même dans les situations les plus terribles, le Lord de M est capable d'y faire face. Ce que Florimond lui-même ne serait pas capable de faire, le Lord de M, lui, il y est tout à fait à l'aise. Alors tout part évidemment de la boîte à cauchemars. Ça c'est un très très vieux tableau, mais c'est un tableau que Florimond, chaque fois qu'il exposait, il fallait impérativement que ce tableau soit là, parce qu'il est à la genèse de tout. La boîte à cauchemars, c'est la boîte de Pandore, c'est la boîte de ses souffrances, c'est la boîte de ses idées noires, vraiment, et c'est la boîte qui est à l'origine de la création de Lord de M et de la création de toute l'armée aussi de Lord de M, parce que le Lord de M s'est créé toute une armée pour le protéger et pouvoir affronter la vie telle que lui la voyait. Les monstres, comme je vous disais, sont toujours bien présents. Alors ça, c'est un défiguré. Alors le défiguré, tout à l'heure, je vous ai dit, les ombres noires, c'était sa façon de communiquer par télépathie, mais c'était aussi une façon de détruire ses ennemis. Et quand il avait un ennemi, eh bien, ces ombres noires étaient capables de réaliser ça. Ça, c'est quand il avait vraiment quelqu'un dans le nez, et donc il en faisait un défiguré. Heureusement, uniquement sur du papier, je vous rassure. Alors, il a eu une période où il affectionnait énormément les plantes carnivores, donc il en a dessiné beaucoup, ça il aimait bien, tout comme il a beaucoup dessiné ses amis aussi. Alors, un autre centre d'intérêt, c'était les insectes, qu'il aimait particulièrement. Alors ça peut être des insectes vrais ou alors robotisés, parce que tout ce qui était un peu mécanique, science-fiction, etc., faisait totalement partie de son univers. Et là, ce sont les uniformes habituels de la maison de Lord de M. On voit tout à fait la différence avec Florimond. Donc là, il est parfaitement à l'aise. Quand il est en Lord de M, rien ne peut lui arriver. Alors le grand Lord de M, avec sa tribu d'apparat, encore moins, bien entendu. Carrément les toges. Donc voilà, il s'était mal mis à la bande dessinée. Voilà, ça c'est pour une première partie. Je ne sais pas si tu veux que je continue pour la suite ou bien... Oui, peut-être juste quelques mots sur peut-être la couleur de la rétine. Je crois que nous n'en avons pas encore parlé. C'est vrai. Et ça me semble absolument essentiel. Alors, certaines fois, la rétine est, je dirais, harmonieuse, c'est-à-dire sans cassure. D'autres fois, il y a des cassures fortes. À certaines reprises, je crois entrevoir telle ou telle rémanence d'une mosaïque ou d'un vitrail. Je crois que tout ça a été travaillé, non ? C'est clair que bon, ce qui revient dans ces dessins, c'est souvent, c'est un peu comme dans Bégaï, les yeux sont assez grands et très expressifs. Alors, il avait les yeux verts, il y tenait beaucoup, et c'est vrai que bon, il pouvait certainement exprimer par différentes mosaïques son sentiment au moment du dessin, soit de la colère, soit de la tranquillité. Il y a des yeux qui sont plus paisibles que d'autres, hein, et donc effectivement, c'était un moyen de communiquer son état émotionnel. Ça, tout à fait. Et la transition entre Lord de M et Florimond, est-ce que c'était une transition qui pouvait se faire
rapidement, ou bien il y a par exemple une semaine Lord M? Non. Alors, bon, il est clair que Florimond avait ce qu'on appelle un double diagnostic. Il était à la fois, bien entendu, dans le spectre autistique, il était également schizophrène, donc avec ce que ça implique. Il était en fait capable d'avoir plusieurs personnalités. Il n'avait pas que Lord M. Il était capable de maîtriser ces différentes personnalités, il était capable de dire quelque chose et puis de vous dire quelque chose de différent tout de suite après et de dire oui mais ça ce n'est pas moi, tu as parlé à une autre personne. Ceci dit, la personne qui revient avec le plus de plaisir chez lui, et en tout cas dans ses dessins, c'est Lord M, parce que le Lord M c'est vraiment ce qui lui donne de la puissance, ce qui le rassure, c'est quelqu'un qui a toute l'aisance que lui-même en tant que Florimond n'a pas. Il a mis au point toute une stratégie à la fois avec toute son armée, enfin, ça le protège en fait. Donc c'est certainement une des personnalités qu'il affectionnait le plus. Mais ce que j'allais dire dans la vie dite normale, notamment pour les personnes entre guillemets puissantes dans la société, est-ce qu'il n'y a pas un jeu naturel d'identité entre par exemple le moment où tel grand de ce monde apporte je ne sais quel titre, le moment où il est juste chez lui, donc est-ce que c'est pathologique de changer? Je n'ai pas dit que c'était pathologique et c'est certain. Alors à ce moment-là, je pense qu'on peut enfermer beaucoup d'entre nous et bien évidemment, mais tout le monde ne le transparaît pas et ne le dit pas avec cette honnêteté aussi flagrante exprimée dans les dessins. En clair, dans le texte, son personnage de Florimond, il avait tellement conscience des faiblesses qu'il avait vraiment besoin du soutien de son avatar pour pouvoir survivre dans la société. Parce qu'autrement, il se sentait, voilà, il avait peur, il ne se sentait pas à l'aise. Beaucoup de gens ont par exemple une figure qui les aide ou les accompagne en vrai ou en figuré. Ça veut dire peut-être, ça peut être juste l'idée que la police peut me défendre si jamais un souci. Ou alors, imaginons un grand frère très musclé qui peut donner un coup de main dans tous les sens du terme. Lorsque on est, je dirais, uniquement, on doit compter sur soi-même ou un avatar de soi-même, n'est-ce pas quand même un fait social qui doit nous troubler, parce que cela montre que d'une certaine façon notre société ne sait pas proposer une figure d'aide que sinon quasiment tout le monde a ou peut avoir. Je pense que la société est relativement hostile. Je dirais tant pour les neurotypiques et particulièrement pour ceux atteints du spectre autistique qui vont bien évidemment avoir des problèmes de communication sociale et donc de pouvoir moins exprimer s'ils sont bien ou mal, et il va y avoir beaucoup plus d'incompréhension et donc la société va y être beaucoup plus hostile. Ça me semble assez évident. Le centre d'intérêt pour les insectes, ça je crois que beaucoup d'autistes ont cette passion-là, ou ont eu cette passion-là. Peut-être que nous verrons d'autres images d'insectes. Oui, il y a quelques autres images d'insectes. Mais bon, il y avait tellement de dessins, il fallait aussi faire un peu un tri. Donc, comme tu voulais aussi avoir l'armée, donc j'ai aussi mis l'armée. Donc, ça faisait beaucoup. Donc un jour, c'était combien de dessins? Disons que c'était un minimum de 3 ou 4. Oui, donc ça fait. Alors, il y a souvent des dessins qui sont répétés. Parce qu'une fois qu'il a une idée, il y a quelque chose comme ça qui effectivement revient régulièrement. Je crois que tous les grands artistes ont fait ça. Oui, il avait besoin d'être au point dans ce qu'il voulait exprimer. Donc l'armée viendra après, on parlera de l'armée ensuite, d'accord? Tout à fait. Alors, à la psychiatrie, c'est là que les choses... C'est là que les choses commencent. Alors, effectivement, là, je vais vous montrer des dessins qui... Moi, les premières fois que je les ai vus, ils m'ont bouleversée parce que je les ai... En fait, il y a certains dessins que j'ai découverts après son départ et j'avoue que quand je les ai vus, c'était assez surprenant. Alors ça, c'est ce que j'appelle les contentions psychiatriques. Donc on est face au psychiatre, on voit qu'il est en camisole et on voit surtout qu'il a enlevé les attributs de Lord M. Donc il est complètement démuni. Il est démuni, mais ce dessin nous explique aussi
qu'il prend déjà le psychiatre pour un abruti, ce qui n'est pas totalement faux d'ailleurs, mais bon, et il lui montre une image comme quoi il va bien, et en fait il va pas bien du tout. Mais le psychiatre semble rassuré, il pense que tout va bien. Donc là, c'est ce que j'appelle moi les contentions psychiatriques. Cette image est encore beaucoup plus dure. Donc on voit, comme d'habitude, hein, l'uniforme est enlevé, donc il est totalement dépossédé de ce qui lui apporte du soutien, donc il se sent complètement enfermé, emprisonné. À côté de ça, bon ça c'est le même dessin, à côté de ça il y a des contentions beaucoup plus heureuses. Mais on voit que là, il a conservé l'uniforme de l'ordre de M, on voit qu'il a un chapeau tout à fait festif, en fait il fait la fête avec deux charmantes jeunes filles. Et là par exemple, il a créé sa propre invitation pour son anniversaire, hein, tout le monde ne fait pas la même, mais lui, voilà ce à quoi il espère. Il y en a un, donc vous voyez. Alors, un animal qui revient aussi régulièrement, c'est le chat. Ça fait partie vraiment des choses très positives chez Florimond, le chat. Hein. Il est noir. Non, les chats, il y en a de toutes les couleurs, je t'assure. Non, le chat, non. Il peut être vraiment... Mais le chat est un animal tout à fait récurrent. Donc là, vraiment, comme vous pouvez le voir, c'est tout à fait festif. Alors, dans ces centres d'intérêt, il y a ce que j'appelle les diablotins et les tortures. C'est-à-dire qu'il y a, évidemment, le lord de haine qui le protège psychologiquement, mais il imagine aussi quand même à tous ceux qui l'embêtent dans la vie courante, il aimerait bien à la fois être un diablotin qui vient harceler certains qui l'embêtent, et pour ceux qui l'embêtent vraiment, il imagine des tortures. Évidemment, les contentions ne sont jamais très loin avec Florimond, donc là c'est le diablotin. On voit bien que ce n'est pas Florimond qui est mis sous camisole, c'est certainement un de ses éducateurs qui ne devait pas apprécier énormément. Ou le psychiatre, non ? Le psychiatre aussi, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Donc là, il va réveiller peut-être bien le psychiatre dans son lit, carrément. Ce lit, moi, me faisait penser à la chambre de Van Gogh, personnellement, mais bon, c'est assez rigolo. Si, c'est vrai. C'est vrai, hein, je trouve que... Oui, ça me semblait assez... Enfin, voilà, personnellement. Le diablotin, toujours, donc... Alors ça, je sais que c'est un éducateur de De Crowley, le pauvre. Et donc, en fait, la torture imaginée, c'était la lobotomisation. Et donc, en fait, on voit qu'on lui met une perfusion et en fait, il ne pense plus à rien. Il est complètement lobotomisé, il reste juste une fleur, ce qui est déjà pas mal. Mais donc, ça, c'était une forme de torture imaginée par Florimond. D'autres tortures un peu moins classiques, donc ça, c'est les contentions que j'appellerais peut-être quoi, 2.0, ou en tout cas SF, mais bon. Donc... ou alors plus classique, hein, donc voilà. Alors évidemment dans les choses récurrentes, il y a les monstres, les paysages lugubres. Halloween était toujours quelque chose qui lui plaisait beaucoup et qui faisait en sorte que son imagination débordait. Et donc des monstres, il y en a eu beaucoup, vraiment beaucoup. Alors dans les animaux, le chat, hein, comme on en parlait tout à l'heure, tu vois, il n'y a pas que des noirs, hein, je t'assure. Le chat parle, oui, tout à fait. Est-ce que c'est le seul animal qui parle ? Il y a Lord de M qui parle, hein, on l'a vu dans les BD. Dans les animaux, je pense que c'est le seul qui parle, oui. Donc ça renvoie un peu au titre du fameux livre « Tous les chats sont autistes », non ? Qui sait? Oui, possible. Donc, voilà. Et donc, tu vois, il y en a même un peu léopardisés, ou alors carrément plein de pansements. Les insectes dont tu parlais, donc voilà, une araignée version Florimond. Celle-là, je vous l'avais montrée de manière parcellaire tout à l'heure. Je la trouve assez étonnante avec ses petites roulettes. Ou alors il y a d'autres... Et là, nous arrivons à l'armée et à l'Empire. Mais là, je vais te laisser la parole.
Oh, non, ce n'est pas moi qui feuille la parole, mais plutôt à Lord M, justement, parce que, à côté des œuvres plastiques, Lord M a aussi eu des œuvres juridiques, on pourrait peut-être l'appeler comme ça, et en particulier un manifeste, une définition théorique, pour reprendre ces termes, du misme. Évidemment, le misme, c'est l'idéologie de M, quoi. Voilà. Et c'est un texte relativement long, donc évidemment on ne peut pas le lire, même si on peut vous l'envoyer si vous le souhaitez, je crois qu'il n'y a pas de souci. Alors ce qui me frappe dans ce manifeste-là, c'est cette sensation d'absurde que Florimond semble avoir par rapport au système idéologique. Et il les cite dans une sorte de litanie presque dégoûtée, tous les ismes qu'on peut entendre dans la vie politique. Voilà. Et juste une phrase, si je peux la mentionner, tout n'est qu'opportunisme dans tout système politique, idéologique, philosophique ou religieux, et que les autres formes d'idéaux sont néfastes à un monde de paix, etc. Donc cette sensation d'absurdité profonde par rapport à la structuration politique ou même sociale de notre monde, c'est quand même quelque chose qui peut nous interpeller. Comment faire pour que, y compris pour les personnes dites différentes, il y ait un sens, une structuration sociale qui fasse sens, Alors, je ne sais pas, est-ce que Lord M avait réfléchi avec ses super pouvoirs à trouver un sens, Son manifeste, je le trouve comment dire, c'est pas très noir, mais en tout cas désabusé, C'est peut-être un mot même relativement modéré, non? Oui, c'est un mot qui peut être modéré. Je pense que Florimond a rapidement compris, et on en parlait tout à l'heure, que la société n'est pas très bienveillante. Et donc, il a créé son manifeste, il voulait créer son empire mixte, où dans l'empire mixte, eh bien, tout est codifié, tout est réglé. Il n'y a pas... Les imprévus sont peu là. Et donc, si vous sortez des clous, on sait directement ce qui va arriver. Dans la société non mixte, c'est toujours un peu l'inconnu fait peur, et donc c'était une façon de vaincre sa peur, de faire ce manifeste, et dans ce manifeste, il y détaille toute son armée, et toute son idéologie politique, qui est une idéologie, on peut le dire, assez hiérarchisée, assez ordonnée, voire très ordonnée, et donc, oui, c'est plus simple. C'est plus simple que dans une société dite démocratique, mais qui, quelque part, n'est pas toujours bienveillante avec des gens plus fragiles. Donc, c'est un petit peu ça. Oui. Et l'opposition entre Angleterre ou britannique et américain, j'ai un certain nombre de gens autistes qui sont littéralement fascinés par l'opposition entre l'Amérique et la Grande-Bretagne et qui en font toutes sortes de grandes théories. Je crois que c'est ce qu'on voit ici. Ça fait partie. Alors, autant il appréciait l'Union Jack, autant il avait, je veux bien le dire, un peu de mépris pour les Américains, qu'il considérait, pas très bien. Et donc pour lui, les Anglais avaient à la fois l'élégance, ils avaient des codifications. Les Américains, c'est des brouillons, c'est juste des va-t-en-guerre, mais très brouillons pour lui. Et donc, voilà. Donc, par contre, les Anglais avaient quelque chose de tout à fait différent. Là où c'est vraiment drôle, je pourrais vous citer une dizaine de noms d'autistes qui pensent exactement pareil. C'est assez drôle. Et si j'ose dire, un autre point qui m'interpelle sur cette carte, c'est qu'elle est centrée sur le Pacifique. Non? Ça, c'est effectivement, mais oui. C'est la partie la plus intéressante du globe terrestre, non? J'avoue que je ne suis pas allée jusque-là, mais c'est en tout cas l'océan porte un bon nom. Si j'ose rapporter une petite histoire personnelle, quand j'étais petit, évidemment, j'étais fasciné par les cartes, etc. Mais je trouvais les contours des côtes européennes moches, Par contre, quand on faisait tourner le globe, à un moment donné, il y avait un flash bleu, parce que l'océan Pacifique couvre à peu près la moitié de la surface de la Terre. Donc, sous un certain angle, on n'a que ça, Et c'est peut-être donc la partie la plus chouette du globe, non? C'est tout à fait possible. Tout à fait. Peut-être certainement, peut-être
Excusez-moi, le fuseau horaire exactement dans le Pacifique aussi. Ça coupe pas exactement Oui, ça. mais en tout cas, ça commence par là, le fuseau horaire commence exactement dans le Pacifique, un peu plus proche Là, c'est clair que c'est pas le méridien oui, Greenwich. mais en tout cas, le fuseau horaire commence, donc fuseau horaire minuit, une journée commence un peu plus loin que le Japon en fait. Donc, c'est normal que la carte soit vraiment remise dans l'ordre logique des choses en fait. Oui, tout à fait. Ouais. Et ici, c'est juste par rapport au méridien. Fuseau horaire. Ça, c'est son blason, je l'ai déjà montré. Alors, donc là, je vais vous montrer l'armée. Donc l'armée, comme tout est codifié, donc il y a un fanion et on retrouve le chat, tu vois, donc, qui est donc toujours bien présent chez M. Là, on peut avoir des médailles si on est très sage dans le drapeau. Il y en a certains que je vais passer très rapidement. Si je vais trop vite, vous pouvez me le dire. Si j'ose dire, on retrouve la structuration de l'Union Jack par rapport aux pays du Pacifique, notamment leur drapeau a cette tête-là, enfin cette répartition spatiale. Évidemment, le noir, c'est un peu pirate. Oui. Le grand Lord de M. Là, par exemple, tu vois, les iris sont très vertes. On sent qu'il est tout à fait au taquet. C'est exactement ça. Ça, c'est les mistes diplomates. Alors, donc vous pouvez lire miste interventionniste. Alors, interventionniste, pourquoi ça je ne sais pas très bien. Les inquisiteurs morgues de la maison M. Donc, ce qui est assez étonnant, ce qu'il faut regarder, c'est parfois les détails des costumes qui sont vraiment assez surprenants. Ça, c'est un des professeurs de la maison M. Un uniforme de parade, officier de la garde impériale. Je peux poser une question Oui, sûrement. C'est comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Vous savez la symbolique que votre fils mettait au niveau de ses mains? Au niveau des mains, non. Les mains sont toujours très longues et effectivement, tous les corps sont très fins, très longiligne. Je dirais que c'est vraiment sa personnalité picturale et on va retrouver ça dans tous ses dessins. Si j'ose dire, dans l'univers de la haute couture, c'est souvent ce type de dessin qu'on utilise pour figurer les robes. C'est une convention de couturier, quoi. La tête, on voit dans le truc, dans leur mettre la tête au truc, quoi. Et dans tout ce qui est modéliste, ça va rentrer notre fois. Eh ben voilà. Oui, voilà. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est les lacets de chaussures, par exemple. Je les trouve assez étonnants. Sachant que dans la vraie vie, les autistes sont souvent demandés à faire leurs lacets. Alors, c'est très vrai et c'est très faux. Dans la mesure où, comme beaucoup de parents autistes, d'enfants autistes, j'ai voulu à un moment donné lui offrir des baskets avec des scratchs. Et évidemment, Florimond, qui n'avait pas la facilité, a refusé catégoriquement. Et donc, il faisait des nœuds à ses baskets, mais quelque chose d'hallucinant. C'est-à-dire qu'il tournait je ne sais combien de fois avant de faire le nœud. C'était d'une complication pas possible. Et donc voilà. Donc, je pense qu'il a voulu faire de sa difficulté une espèce de challenge. Et c'est pour ça que j'apprécie particulièrement les dessins des nœuds de basket, parce que vraiment, chez lui, c'était une vraie performance. Alors, vous voyez, il y a même des femmes dans l'armée, ça c'est quand même pas mal. Oui, c'est uniforme d'officier de super vilain, informaticien ou scientifique de la maison web. Donc, oui, non, il y a des femmes qui ne sont pas que des super vilains, heureusement, mais bon. Là, c'est des cybertechnomanes. Vous voyez, le sport est aussi toujours très présent, donc on a des athlètes. Oui, il est très mignon aussi. Voilà.
Et encore, là, je ne vous ai mis qu'un échantillonnage de l'armée, parce que l'armée est beaucoup plus fournie que ce que les dessins nous montrent ici, où je n'ai pris parfois qu'un officier, parce qu'il y a les armées du désert, il y a les armées polaires, il y a les armées du feu, il y a les armées de l'air, les armées... Donc tout a été pensé. Donc, voilà, l'armée polaire, par exemple, l'armée du feu. Alors là, on arrive dans quelque chose qui a beaucoup étonné, je pense, Joseph, hein, les Adides. Donc ça, c'est ce que Florimond a décrit. Donc l'Adide, c'est l'asile disciplinaire pour idéalistes déséquilibrés. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui pourrions aller dans les Adides. Mais donc lui, il y a pensé. donc voilà. L'armée éducative. La police zombie, oui. Les écoliers, la maison M. Alors les travailleurs mixtes, vous remarquerez qu'ils ne prennent pas la pension à 67 ans, enfin du moins, quand on est dans l'Empire, on travaille jusqu'au bout. Alors ça, mais il a pensé à tout, parce que là on a déjà le robot domestique, qui, lui, n'a même pas d'uniforme. On a le robot prof, évidemment, tant qu'à faire. Et alors, on a un droïde robot travailleur, comparativement au premier, lui, il a quand même droit à un uniforme. Donc, il est hiérarchiquement mieux placé. Alors, on retrouve bien sûr les contentions, hein, parce que c'est quand même une punition qui fonctionne bien. Donc voilà, ça c'est pour les ennemis impériaux, extrêmement dangereux dans les Adides. Ça c'est les bannières des pénitenciers disciplinaires des travailleurs forcés. Il y a des travailleurs forcés dans l'Empire miste. Hein. Alors il avait également d'autres personnages à côté de l'armée, je vais dire ces espèces d'espions, ces super-héros de route. Et donc je vous en montre quelques-uns. Et là il y a quelques femmes hein, dans les super-héros. Voilà, Lady Mad Max par exemple. Alors, il a fait aussi des portraits simplement crayonnés. Je pense qu'il partait de photos de gens célèbres. Alors, j'en ai mis quelques-uns. Le premier, c'est pas un portrait de personnes célèbres, mais c'est un personnage qu'il aimait tellement, donc il aimait beaucoup le dessiner. Donc, je vous le mets en un. C'est le comte Dracula. Ça faisait partie des personnages qu'il affectionnait. Sherlock Holmes, hein. Évidemment Sherlock Holmes et Moriarty. Alors, Van Helsing. Mais on a également Napoléon Bonaparte. Voilà, je ne sais pas ce qu'il vient faire là, mais bon, voilà. Le général Lee, enfin on est toujours dans l'armée, on est toujours dans... Mais un Américain. Oui, c'est vrai. Oui, tout à, je te l'accorde. On a Albert Einstein aussi, quand même. Ouais. Winston Churchill, c'est moins flagrant. Le Baron Rouge, pourquoi? C'est un héros de guerre aussi. Hein. Et alors j'ai terminé par Sigmund Freud. Je ne sais pas si c'est le meilleur dessin, mais c'était clair que bon, il ne pouvait pas y échapper. Donc, et voilà. Et on retrouve Florimond. Oui, c'est justement, précisément, ce
c'est le temps des questions, donc n'hésitez pas, je vous en prie. Il nous a présenté son monde pictural, le monde dans lequel il se retrouvait, mais dans la vraie vie, est-ce que par moment il se présentait aussi sous le nom de Nordem, en ayant à ce moment-là une attitude différente? Alors, il avait très envie qu'on lui fasse son costume. D'ailleurs, sa tante devait lui faire le pull avec le M dessus. Et à certains moments, il pouvait agir un peu, sans doute, comme Lord M. Je pense que vis-à-vis des gens qui le connaissaient très bien, on retrouvait toujours Florimond. Mais son idéal, à mon sens, c'était d'abord d'avoir le costume, en espérant en avoir la force quelque part. Mais ça faisait partie certainement de ses désirs. Oui. S'il n'y a pas de questions dans l'immédiat, j'en ai une. Lorsque les images ont défilé, il y en a beaucoup d'autres évidemment, lorsque les images ont défilé, ce qui m'a frappé, il y a quelques petits indices, mais à peu près omniprésents, qui montrent qu'il y a tout un travail intellectuel derrière. Les petits trucs qui font que l'œuvre ou les œuvres qu'on a vues sont presque une sorte de manuel d'histoire. Les petits indices comme une croix très particulière pour l'inquisiteur, ça, il ne l'a pas inventé. Ou sur certains types d'uniformes, par exemple le baron rouge, et il y a quelque chose de très réaliste par rapport aux uniformes soviétiques. Donc il y a tout un travail d'histoire, de culture, c'est fascinant tout ça. Oui, non, mais il aimait beaucoup l'histoire, il a beaucoup lu, plus regardé en vidéo certaines histoires, et c'était vraiment quelque chose qui le passionnait, donc il s'est évidemment inspiré de gens célèbres, il s'est inspiré de costumes existants dans l'armée. Il a voulu aussi créer quand même son propre monde. Il y a quand même des touches qui sont très très personnelles, et voilà. Mais effectivement, il aimait bien ça. Et là, peut-être, on pourrait en venir. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un cursus scolaire qui serait formulé sous l'angle du style cognitif de tel ou tel élève? Parce que l'école part du principe que tous ont un seul style cognitif, et donc on essaie à tout prix de forcer l'acquisition des connaissances par ce biais. Et si ça ne marche pas, eh bien l'élève est qualifié de mauvais élève et plus ou moins éliminé. Ça ne marche déjà même pas pour les neurotypiques, alors évidemment ça ne marche pas pour les autistes, c'est une évidence. Alors c'est clair qu'on ne peut pas nécessairement demander d'avoir un enseignement particulier, mais ce qu'il faudrait bien évidemment, c'est au sein de toutes les écoles qu'il y ait des soutiens aux enseignants qui repèrent des enfants qui vont fonctionner différemment, de manière à savoir quels sont justement leurs points, leurs faiblesses bien sûr, mais surtout aussi leurs forces. Parce que, je le disais tout à l'heure, les autistes, on parle de handicap, c'est effectivement c'en est un dans la vie en général, dans la mesure où c'est plus difficile de fonctionner, donc à ce titre-là, c'est un handicap, mais on passe beaucoup à côté de toutes les forces qu'ils peuvent avoir. Certains sont connus comme étant des mathématiciens de génie, d'autres comme étant soit des artistes. Il y a énormément de potentialité qui est totalement inexploitée. Et cette inexploitation des qualités autistiques fait que d'abord, souvent, ils sont déprimés parce qu'ils n'ont pas du tout le sentiment de trouver une place dans cette société. Et malheureusement, cela conduit à des drames. Et si je suis là ce soir, c'est bien parce que drame il y a eu, autrement il vous présenterait lui-même ses dessins. Et donc c'est à ce titre-là qu'il faudrait agir. Mais il y a plusieurs problèmes. L'école en est un. On a progressé au niveau de l'école primaire, au niveau de l'école secondaire, mais tant au niveau de l'éducation qu'au niveau de la psychologie et de la psychiatrie, le monde s'arrête à 18 ans. C'est-à-dire que, je ne sais pas, on imagine qu'ils se sont guéris, qu'ils ont disparu, en tout cas, il n'y a plus rien. C'est le désert et c'est le néant total. Les pédopsychiatres
assurent parfois un suivi jusqu'à 20, 21 ans, mais on sent qu'ils vous orientent vers la porte, et à partir de là, il n'y a plus de continuité de soins. Parce que même quand vous demandez, mais on peut avoir un psychiatre adulte, alors et éventuellement même là où on consulte, que le dossier puisse être en continuité, eh bien c'est les abonnés absents. C'est zéro, il n'y a plus rien. Tout comme on a fait des progrès dans l'enseignement secondaire, il y a des écoles véritablement pour les autistes de haut potentiel, et puis après, on en fait quoi? Eh bien, je vous le dis, monsieur, on les parque, et on les parque n'importe où et n'importe comment. Et donc, ce sont des gens qui arrivent à 20 ans, 21 ans, se disant, mais quoi, mon monde s'arrête? Et c'est source de drame. Et encore, si j'ose dire, les solutions qui existent pour les enfants ou pour les jeunes, l'école des 80 en est une, nommons-la, cette école. C'était des projets parfois fous d'un groupe de parents. Ce n'était pas un projet de haute sphère politique, quoi. Donc on doit bricoler par soi-même. Donc même ce qui existe dans l'univers de l'enfance n'est pas venu, on va dire, d'en haut. Non. Souvent, effectivement, les choses ne viennent pas d'en haut, ça vient souvent de parents en détresse qui regroupent leurs forces et qui progressivement sensibilisent, regroupent mettent de l'argent en commun, créent des choses. Depuis la disparition de Florimond, la ASBL EOL s'est créée, c'est-à-dire que c'est une ASBL, d'après ce que j'ai compris, qui, après justement l'école secondaire, permet à ces jeunes de se retrouver entre eux, d'avoir des activités, donc que le monde continue, après justement l'école secondaire, tout ce qui n'existait pas, mais il y a encore énormément de choses à faire. Mais c'est certainement pas d'en haut que ça vient effectivement de gens qui sont concernés, des autistes eux-mêmes, parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire, il faut les écouter, parce qu'ils connaissent bien leurs besoins, ils savent de quoi ils ont envie, et il faut leur donner les moyens, bien évidemment. Et donner les moyens de devenir adulte dans toutes les sphères de la vie, y compris peut-être et surtout celles dont on parle le moins, à savoir par exemple les compétences domestiques ou les housing skills pour paraître snob en lisant l'anglaise. Mais ces compétences-là, savoir faire son lit, remplir son frigo, ce sont des compétences essentielles. Et on peut avoir le prix Nobel et ne pas les maîtriser. Et malheureusement, on n'a pas notre robot droïde. Tout à fait, mais c'est lui, c'est pour ça qu'il l'avait inventé, mais effectivement, ils sont tout à fait... Je pense que l'idéal serait d'avoir des appartements supervisés où ils ont à la fois l'autonomie nécessaire de jeunes adultes, mais en même temps, je veux dire, une surveillance logistique. Certains sauront faire leur lessive, mais d'autres pas du tout, ou ne se changeront pas. Donc il faudrait quelque chose à ce niveau-là. De même que pour ceux qui prennent des médicaments, il faut pouvoir les surveiller, parce que comme on le sait, il y a beaucoup de doubles diagnostics avec autisme et schizophrénie qui nécessitent malgré tout une médication. Mais ce sont des choses, des appartements thérapeutiques existent, mais à dose homéopathique, en tout cas, ils ne parviennent pas à combler les lacunes qu'il y a. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui devraient pouvoir en bénéficier, ils n'en bénéficient pas. Dans nos rues, vous savez, les gens ne se posent pas la question, mais on a des SDF. Tout le monde s'étonne qu'on ait des SDF, mais il y a beaucoup de gens parmi ces SDF qui sont simplement des jeunes autistes, ou en tout cas des gens mentalement différents, dont on s'est totalement déchargé et dont on n'a pas pris la peine de s'occuper. SDF, mais pensons aussi aux prisons. Oui, bien sûr. Et par exemple, une question qui revient souvent dans le débat politique, mais qu'on ne sait absolument pas aborder sous le bon angle, pourquoi en Amérique il y a autant de gens en prison? Une bonne partie de la réponse n'est pas que la société soit tellement violente, c'est que tout simplement toutes les personnes, même un tout petit peu différentes, vont beaucoup plus facilement dans un certain nombre de lieux de relégation. Et en Amérique, c'est le pénitencier, avec cette vision, j'allais dire, très religieuse de faire pénitence, pour guérir un jour peut-être. Ça, le peut-être est de mise. Et je veux dire, est-ce que nous sommes en tant que société en mesure d'imaginer un devenir adulte
mais j'oserais aussi imaginer un devenir senior. D'ailleurs, je vous mets au défi, parmi nous, il y a d'illustres chercheurs, savants, universitaires. Je vous mets au défi de me trouver des articles de recherche sur l'autisme chez les seniors. Voilà. Libre à vous de chercher. C'est un défi que je lance à tout le monde. Donc, il y a comme ça des non-dits massifs, quoi. Et au niveau de la formation des professionnels, on forme toujours par le biais de l'enfance. Tout à fait. Et je l'avoue que, franchement, moi je suis fâchée avec la psychiatrie adulte parce que c'est véritablement quelque chose qu'elle a occulté. Elle a considéré que l'autisme c'était un phénomène de pédopsychiatrie, comme si effectivement à 18 ans, pof, ça n'existe plus, et alors on ne s'en occupe plus. Et il y a un véritable problème à ce niveau-là, et ça je pense que c'est vraiment aux professionnels à se réveiller et à faire véritablement quelque chose pour qu'il y ait une continuité des soins qui n'existe pas de manière optimale actuellement. Alors il y a évidemment au niveau du traitement, il y a évidemment aussi, comme je le disais tout à l'heure, la préscolarité pour pouvoir poursuivre soit des études différentes ou alors se retrouver en tout cas dans des lieux bienveillants qui sont potentiellement motivants et ce genre de choses. Dans nos conversations, dans les conversations que j'ai eu la chance d'avoir, il a souvent été question de psychiatre, de psychiatrie. Alors ce soir, le propos est modéré, on peut essayer de rester courtois, mais je crois qu'il y a quand même quelque chose à dire à ce niveau-là. Mais je pense qu'il y a beaucoup à dire. J'ai déjà expliqué l'absence de continuité des soins, mais l'absence de continuité des soins fait que la psychiatrie adulte n'est absolument pas au fait de comment se sentent et vivent les autistes. Et en plus, dès qu'on passe en psychiatrie adulte, quand vous êtes en pédopsychiatrie, en règle générale, ce sont des thérapies familiales. Les parents sont capables aussi de rapporter certaines choses. Il y a quelque chose de plus efficace, même si de temps en temps, on peut laisser le thérapeute seul avec le jeune, le problème n'étant pas de monopoliser tout le temps. Mais dès qu'il passe en psychiatrie adulte, alors là, on met les parents à la porte. On ne sait déjà pas ce qui se passe avec le psychiatre. En tout cas, Florimond vous a montré des dessins comme quoi il lui montrait une certaine face alors qu'il pensait tout à fait autre chose. Et quand vous, en tant que parent, vous essayez de contacter le dit psychiatre en question en disant « Écoutez, je pense que mon fils est déprimé, son traitement n'a pas été changé depuis 6 ans, il faudrait sans doute revoir tout ça. » Et où on vous répond « Mais écoutez, votre fils n'est ni déprimé ni suicidaire, il n'y a pas de problème. » Et puis que 3 semaines après, il se jette sous le métro, vous vous dites quand même... C'est pas normal d'alerter. Je suis moi-même médecin et le courrier que j'ai envoyé à ce psychiatre, je l'ai signé docteur. J'ai fait exprès en me disant peut-être qu'il va se dire je ne suis pas complètement sotte. Eh bien non, ça n'a quand même rien changé. Et donc, je me dis que ce n'est pas normal. On parle de plus en plus d'autisme, on fait une journée de l'autisme, on a l'impression que tout le monde connaît l'autisme, sauf les psychiatres, ce qui est quand même un peu terrible. Je pense qu'il ne faut pas trop donner de crédit aux psychiatres, parce qu'eux-mêmes, s'ils ont fait des études de psychiatrie, il y a des questions. Et en dehors de ça, je pense que si à 21 ans vous n'entendez plus parler d'une personne autiste et qu'elle était passée de l'autre côté, c'est peut-être elle qui devrait devenir le psychiatre des psychiatres. Parce qu'à un moment donné, c'est à force d'abandon, si on faisait passer un test objectivement à tous les psychiatres et d'autres médecins, je suis désolée pour les psychiatres, il y a sans doute des exceptions, mais je ne les ai pas encore rencontrées. Si on leur faisait passer un test de connaissance sur ce qu'est l'autisme, on serait quand même extrêmement déçus. Alors là, peut-être que j'utilise le ton de l'humour, mais derrière l'humour, vous voyez bien la colère que j'ai. Parce que ce qui se passe, ce garçon qui était hyper talentueux, pour le peu que j'ai connu, et quand vous allez, Gallagher est mort, il y avait la relève, vous avez vu tous les costumes qu'il nous a fait? On peut faire un défilé de mode avec ce qu'il y a. Donc moi je suis en colère, ça ne peut et ça ne doit plus arriver, plus jamais, et ça c'est très grave. Quand on a des diplômes, quand on est reconnu, on n'a pas droit à l'erreur, c'est tout. Tu es encore plus dur, je pense pas que... je pense véritablement qu'il y a un vrai problème avec la psychiatrie adulte, je précise, parce que je te dis, il n'y a absolument pas de continuité des soins, et
s'il y a bien un domaine où on ne connaît pas l'autisme, c'est bien dans la psychiatrie adulte. Et je pense qu'il faut agir à ce niveau-là. Mais je pense qu'il ne faut pas les affronter. Je pense ce sont des soignants. Je pense qu'ils doivent être éduqués. Enfin, je pense qu'il faut, au niveau des universités, il faut pouvoir véritablement agir à ce niveau-là. D'autant plus que ce n'est pas, quelque chose que l'on ne rencontre pas de manière habituelle. Hein. Ce n'est pas comme une mutation génétique qu'on rencontre une fois sur 1 million. Ce n'est pas le cas. Donc il y a véritablement fort à faire à ce niveau-là. Voilà. Oui, alors la difficulté de parler des psychiatres, c'est que parfois on lutte pour rester courtois. Enfin, c'est une lutte difficile certaines fois, mais je pense qu'en effet, il y a de très graves défaillances au niveau de la formation. Et pour être très franc, pour avoir discuté à titre cette fois amical avec un certain nombre de psychiatres, ils m'ont dit leur détresse lorsqu'ils sortent par exemple de l'UNIF, qu'ils se retrouvent pour la première fois face à une personne autiste. Et parfois c'est le psychiatre qui est le plus stressé, quoi. Donc je dirais, c'est une façon aussi de les aider, eux, que de proposer des pistes, une formation concrète. Alors comment est-ce qu'on peut être formé à l'autisme? Il y a toutes sortes de façons, mais je crois l'une des meilleures façons, c'est de se retrouver avec des gens. À une époque, ça se faisait en psychiatrie, plus trop maintenant, mais à une époque, et il y a un vieux psychiatre qui me l'a raconté quand il était jeune étudiant, il avait dans son agenda marqué cours sur la schizophrénie. Donc il s'attendait à ce qu'on lui débite je ne sais quelle savante théorie, mais en fait on l'a mis dans une salle où il y avait des gens schizophrènes et on l'a laissé l'après-midi là. Oui, mais je pense qu'effectivement, il faudrait... Mais c'est vrai que c'est au niveau des universités. Je pense que c'est vraiment à ce niveau-là où je pense qu'il faut agir profondément. Je pense qu'il faut revoir dans le cursus de la psychiatrie vraiment ce point-là. Il ne faut pas oublier aussi que quand on fait sa spécialité en psychiatrie, on va travailler principalement en institution hospitalière. Alors on va bien entendu rencontrer des névrotiques, des psychotiques, quelques autistes, mais ça n'est certainement pas la grande majorité des personnes qu'on va rencontrer. Dès lors, l'apprentissage à l'autisme en psychiatrie adulte, c'est pas par ce biais-là. Il faut, à mon avis, trouver des solutions pour faire rencontrer des autistes, pour montrer aux psychiatres à la fois comment ils peuvent les aider et potentialiser, comme je disais, leurs forces, tout en atténuant leurs faiblesses et leurs souffrances. Et je pense qu'il y a vraiment fort à faire à ce niveau-là. Je ne pense pas qu'il faut les affronter. Je pense que la plupart sont bienveillants et veulent bien faire. Le problème, c'est qu'ils ne connaissent pas. On parlait de la double identité entre Lord M et Florimond, mais chez beaucoup de psychiatres, c'est pareil. Lorsque vous le connaissez à titre amical, c'est un tout autre personnage que la personne dans son officialité. Je ne sais plus si le Dr Jekyll était psychiatre. Ça m'échappe. Ce qui est fascinant sur les images, c'est qu'à l'asile, c'est l'imitation de la chambre de Van Gogh. À l'asile, donc, Florimond porte l'uniforme des psychiatres. C'est un peu peut-être une allusion à la fameuse histoire. Pourquoi est-ce que dans les asiles, les psychiatres portent la blouse pour qu'on les distingue des autres? Voilà, bon, ça c'est le bon méchant de la soirée. C'est pas faute. J'ai fait un bref passage en psychiatrie et où vraiment je cherchais, je me disais, mais en fait, qui est qui ici? Je ne sais pas s'il y a des professionnels justement dans la salle, ce serait intéressant d'avoir leur opinion. Pas professionnel, mais qu'à personne. Mais pour avoir côtoyé certaines personnes
donc on étiquette autiste. D'abord, il y a une infinité de gens qui pourraient être dans cette case-là. Et moi, j'ai envie de dire, je ne ressens pas ça comme une femme. Pour moi, c'est pas un médecin qu'il faut aller voir quelque part. Idéalement, ce n'est pas comme quelqu'un qui a vraiment... Ça dépend. Hein. N'oubliez pas qu'on est dans un spectre et donc... Mais je veux dire que aller chez un psychiatre, c'est déjà dire j'ai un problème. Alors peut-être qu'il ne ressent pas j'ai un problème, mais plutôt dire tiens, la société me voit, je ne trouve pas ma place dans cette société, mais je ne sens pas que j'ai moi un problème. Je sens que la société a un problème avec moi. Et alors ils ne sentant pas leur place dans la société, ils paraissent pas bien. Alors qu'en fait, au départ, tout seuls, ils vont bien. Enfin, moi, je vois votre fils qui fait les beaux dessins, je ne le connaissais pas, mais c'est super. C'est, enfin, je veux dire, un chouette jeune qui fait plein de chouettes trucs, qui est original, qui est artiste. Je vois pas son problème. Bon, maintenant, forcément, il a fait que le dessin, mais moi, j'ai pas avec les personnes que je connais qui sont autistes, et puis voilà. Alors, tout à fait, mais comme on en parlait tout à l'heure, donc dans l'autisme, on parle véritablement de spectre autistique. Vous pouvez avoir simplement quelques traits caractéristiques autistiques et qui ne vous empêchent, entre guillemets, pas vraiment de fonctionner dans la société habituelle, ou en tout cas, et particulièrement les femmes hein, qui sont des caméléons, sont capables de très vite masquer ça. Par contre, on a parlé aussi des doubles diagnostics, et à partir du moment où Florimond était schizophrène, à partir du moment où vous êtes à la fois en trouble autistique et en schizophrénie, vous avez besoin d'une médication parce que les bouffées délirantes, les pensées suicidaires, évidemment, sont encore plus marquées. Et donc, il faut évidemment une médication. Et qui va vous la donner? Il est très clair qu'à la limite, je pense que le médecin traitant serait peut-être meilleur que le psychiatre. Mais il se fait que, de manière générale, c'est de l'ordre de la psychiatrie. Et malheureusement, il n'y a pas assez de formation des psychiatres à cette pathologie. Enfin, cette différence. À cette différence qui peut se manifester sous des formes quand même très délétères. Hein, Mais si j'ose dire par rapport à la médication, quoi, et malheureusement je parle d'une forme d'expérience vécue, puisque j'ai eu moi-même mes années, quoi, hein, on va le dire comme cela. Des années neuroleptiques. Oui, mais je veux dire, d'une certaine façon, beaucoup de médecins sont formés dans l'idée que leur utilité sociale, leur rôle social, c'est de donner des médicaments, de prescrire des médicaments. Et ils se sentent démunis sans ce geste-là. Heureusement que je suis radiologue, donc je prescris peu. Mais c'est très vrai que ça donne une certaine autorité. Le cachet du médecin sur son ordonnance, c'est un petit peu ce qui assoit l'autorité, que ce soit pour les certificats médicaux ou pour les ordonnances. Puis il y a toute cette espèce de connaissance de la chimie qui fait le grand savant. Et si j'ose dire, de nos jours, les rendez-vous chez le psychiatre sont très espacés, hein, pour diverses raisons, d'ailleurs tout à fait scandaleuses pour certaines. Mais symboliquement, pour beaucoup de psychiatres, le médicament, c'est un peu la continuité, le petit fil entre deux très lointains rendez-vous. Donc la famille, lorsqu'elle part, on peut lui dire rassurez-vous, il y a quand même ce petit quelque chose, quoi, hein, vous voyez. Et je pense que le drame dans tout ça, c'est qu'on ne puisse pas ou on n'ose pas proposer des rencontres humaines plus fréquentes, quoi. Ce serait l'idéal. Et alors en plus, il faut bien se dire que les médications change, et puis au niveau des psychotropes, il y a accoutumance, donc c'est ce que j'expliquais avec mon fils, au bout de 6 ans, on n'avait pas changé son traitement, donc voilà. Et donc, ce médicament, oui, j'ai beaucoup plus de respect pour les psychologues qui voyaient très régulièrement les autistes et qui, je pense, leur sont d'une aide précieuse. Ils ont une grande disponibilité, une grande écoute, mais eux, effectivement, sont limités au niveau de la médication. Hein. Ils ne peuvent pas prescrire, ils ne peuvent pas prendre... voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc l'idéal pour moi, ce serait qu'ils travaillent... S'il n'y a pas assez de psychiatres pour avoir justement des rendez-vous plus précoces, il faut un relais, en fait, hein, donc de manière à ce que le jeune ne soit pas abandonné juste avec une pilule, revenez dans un mois, hein, ou ne revenez pas parce que vous avez oublié de la prendre.
Donc, Si j'ose amener un souvenir personnel, il y a quelques mois, j'ai interviewé longuement pendant plusieurs jours un magicien aux Seychelles, dans vraiment une case, dans un lieu reculé des Seychelles. C'est un guérisseur traditionnel, un bonhomme d'ivoire, comme on dit en créole local. Et donc lui, sa spécialité c'était la communication avec l'au-delà d'ailleurs, et très intéressant. Au début il était méfiant, mais il a fini par me montrer un peu tous ces gris-gris, c'était génial. Alors il faisait ce qu'il appelait des tisanes, donc il avait une tisane pour guérir du cancer, une tisane pour guérir du Covid, et il y avait toutes sortes de tisanes. Je ne sais pas trop ce qu'il y a dans les tisanes, je n'ai pas trop osé tester ça. Mais bon, ça c'est le côté un peu rigolo de la chose, mais ce que j'ai trouvé absolument fascinant, c'est que ce bonhomme-là pouvait consacrer des journées entières aux côtés de telle ou telle personne, et qu'il bossait gratuitement. Alors, si on lui donnait quelque chose, il prenait, mais il n'y avait pas de tarif, il était là, et il y a pour des gens par exemple très malades, il pouvait assurer une présence tous les jours, pourquoi pas. Ça, j'ai trouvé quand même incroyable. Comment se fait-il que dans nos sociétés dites modernes... Tout s'achète. La médecine est devenue une industrie, c'est une évidence. Et dans des sociétés beaucoup plus tribales, où ils sont bien sûr leurs autistes, mais qui eux ne souffrent pas du tout de leur société parce qu'ils sont pris en charge. Enfin, je veux dire, leur différence ne pose pas véritablement de problème au sein des villages. Je pense que les sociétés ultramodernes, ici, si tu es hors de la norme, ça ne va pas. Déjà, même à l'heure d'aujourd'hui, quand tu es un petit peu trop âgé, tu sors de la norme, vu que tu ne peux plus aller à la banque, vu que tu ne peux plus... Donc dès que tu sors de la norme, tu as intérêt à être neurotypique dans le bon créneau d'âge et avoir les revenus suffisants pour avoir une voiture électrique, d'avoir suffisamment de revenus pour pouvoir isoler ta maison, sinon tu n'es qu'un paria et tu n'as plus rien à faire dans cette société. Alors, les autistes... Oui, bonjour. Par rapport à ce que tu disais, Pascal, et par rapport au dessin qu'on voit, où on voit effectivement toute la violence d'une société, et presque un miroir en fait qui lui est renvoyé, je pense à toutes ces expériences alternatives. J'ai l'impression qu'on est là quelque part et je me demande ce qui existe encore aujourd'hui. Je pense à des endroits en Belgique comme la Devinière, ou à des gens comme Fernand Deligny qui partent dans les Cévennes et puis qui vivent des aventures là-bas avec des gens différents qui trouvent une forme de... Je pense que j'imagine, et en plus ça doit être très bienveillant, mais je pense qu'il faut... Alors, je suis tout à fait pour, mais je pense qu'il faut aussi quelque chose de beaucoup plus structuré dans notre société, d'organiser. Ne fût-ce que ce que je pense déjà, c'est au niveau de l'enseignement, la vie ne s'arrête pas à 18 ans, au niveau des traitements, la vie ne s'arrête pas à 18 ans, sapristi. La première des choses à faire, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de jeunes en détresse qui se retrouvent, ils ne savent plus où aller. Et là, c'est la première chose. Alors, toutes les initiatives bienveillantes et de possibilités, je ne peux qu'y adhérer, bien évidemment. Je me demande vraiment dans quelle mesure c'est pas un problème de contexte. Je ne suis pas sûr que ces propositions alternatives, ce soit que de la bienveillance. Non, mais ces propositions alternatives, donc, est-ce qu'elles sont suffisantes que pour prendre en charge l'ensemble des jeunes autistes, parfois un peu désespérés? C'est là où moi je me pose la question. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a même plus grand-chose qui existe à ce niveau-là. Et il y a toute une documentation qui existe, des films qui ont été tournés dans les Cévennes, des films à la Devinière, et il me semble qu'ils ont des résultats vraiment exceptionnels, simplement parce qu'on sort à un moment